Merci beaucoup. Je suis vraiment ravie d'avoir été invitée aux AJT pour vous partager le travail qui vient juste de débuter en Guyane, mais on verra, ça ne concerne pas que la Guyane, sur la brucellose, et où on va parler d'espèces et de réservoirs avec des approches qui sont très similaires à ce que Roxane vient de parler, et également avec des pathogènes intracellulaires. Alors je voulais commencer par vous montrer cette carte qui est une heatmap des cas humains de brucellose dans le monde, pour vous montrer dans quelle région du monde la brucellose est un problème majeur de santé publique. Donc sans grande surprise, c'est une maladie tropicale qu'on retrouve très majoritairement à l'heure actuelle en Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, des gros foyers aussi tout autour de la péninsule arabique. La Syrie est le hotspot mondial de la brucellose depuis plusieurs années. Donc c'est quelque chose qu'il faut tenir en compte lorsqu'il y a des réfugiés syriens, bien les suivre sur cette problématique-là. Lorsqu'on zoome sur le continent américain est bien évidemment aussi largement concerné par la brucellose, notamment l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Et donc vous voyez, donc là, c'est beaucoup le Mexique. Alors le Mexique aussi rapporte systématiquement ces cas de brucellose, ce qui n'est pas le cas non plus de tous les pays. Hein. Donc il faut relativiser ces cartes. Mais on voit clairement que la Guyane française est dans la zone de turbulence. On va aussi parler du Costa Rica tout à l'heure, au centre d'Amérique centrale, qui se retrouve dans la zone de turbulence. Donc la brucellose, c'est une maladie de la pauvreté qui affecte les personnes aux plus faibles revenus. En général, elle est associée à la ruralité. Donc c'est une maladie négligée. En termes de nombre de cas, alors il y a un chiffre qui traîne sur le site de l'OMS depuis des années. Personne n'est capable de tracer ce chiffre-là qui annonce un demi-million de nouveaux cas humains par an. Ça vient d'être remis totalement en cause par une nouvelle étude qui a tendance à dire qu'on a plutôt entre 2 et 4 millions de nouveaux cas humains chaque année dans le monde, bien évidemment plus dans ces zones concernées. On va le voir, la brucellose, c'est une maladie qui est extrêmement invalidante avec un coût sociétal phénoménal. Le taux de mortalité est faible, moins d'1%. Si vous combinez le taux de mortalité et le nombre de cas, on a une maladie qui tue dans le monde, peut-être pas autant que la rage, mais pas loin. C'est une zoonose qui est liée à des bactéries qui s'appellent du genre Brucella. C'est une maladie qui est ancienne, ça fait un siècle qu'on la connaît, le bacille est connu depuis plus d'un siècle. Elle est très majoritairement contractée lors de consommation de produits laitiers non pasteurisés, de consommation de viande ou d'abats qui sont insuffisamment cuites. L'autre source de contamination principale, c'est le contact direct avec des animaux. Donc les personnels exposés, ça va être des vétérinaires, des personnels d'abattoirs qui sont en contact direct, notamment avec les viscères ou le sang. Et on n'oublie pas aussi que c'est une bactérie qui s'aérosolise très facilement, et donc on peut contracter la brucellose par inhalation. Ça, c'est les voies connues, les plus connues de brucellose, mais on oublie souvent de parler de la présence de la brucellose dans la faune sauvage. Il y a des brucellas dans la faune sauvage, dans une variété, un spectre d'espèces extrêmement vaste. Il n'y a pas un continent qui n'est pas concerné par la brucellose, en tout cas des brucellas dans la faune sauvage. Et ça, c'est responsable de phénomènes de spillover, spillback, donc de transmission de l'infection des animaux d'élevage, qui sont donc plus à risque de le transmettre à l'homme, vers la faune sauvage, et des allers-retours comme ça continuels, qui fait que c'est extrêmement compliqué d'envisager d'éradiquer la brucellose dans le monde. Je vous ai cité une petite liste d'animaux de la faune sauvage pour lesquels on a trouvé des traces de brucella, donc c'est très vaste. J'ai mis en gras ceux pour lesquels il y avait une démonstration sur le continent américain, donc les tatous dont on vient de parler, certains petits rongeurs. Pour votre information, il y a aussi des brucellas chez les dauphins, chez les baleines. On en a même trouvé récemment chez des amphibiens. Donc en fait, le spectre d'autres animaux de la brucellose est en expansion continuelle. On va aller assez vite sur cette dia qui est assez dense, parce que quand on parle de symptômes de la brucellose, en fait, c'est extrêmement complexe. La brucellose, elle a pas mal de noms. Elle était initialement connue comme la fièvre de Malte. On l'appelle aussi la maladie au sans-visage. On parle parfois de patracrie brucellique, ce qui veut tout dire et rien dire. Et puis, si vous regardez les listes des différents symptômes qu'on peut observer dans la phase initiale aiguë ou dans les évolutions, il y a des choses qui sont évocateurs de la dengue, on en a beaucoup parlé, du palu, et pas mal d'autres maladies infectieuses. Il n'y a vraiment pas de signe spécifique à la brucellose. Il y a peut-être une chose qui peut alerter, c'est lorsqu'on a une fièvre ondulante, c'est-à-dire une fièvre pendant plusieurs jours, puis ça disparaît, puis la semaine d'après, ça revient, et ainsi de suite sur plusieurs semaines. Là, ça peut être évocateur, ça peut vous faire penser à une brucellose. On a souvent aussi des douleurs articulaires et musculaires. Encore une fois, ce n'est pas très spécifique de la brucellose. Et c'est une maladie qui, lorsqu'elle n'est pas diagnostiquée, va évoluer
vers des complications. On retrouve chez la majorité des patients une splénomégalie, qui n'est pas forcément facile à détecter en l'absence de cliniques un peu poussées. Ce qui est problématique avec la brucellose, c'est que dans la majorité des cas, et ça complique un peu la vie des infectiologues dans le diagnostic différentiel, toutes ces phases initiales et d'évolution sont asymptomatiques. Certains experts considèrent que c'est même les formes majeures, principales de la brucellose, c'est asymptomatique. Et vous vous rendez compte que le patient a une brucellose lorsque les complications arrivent. Ces complications, elles sont encore une fois très, très variables. Dans la majorité des cas, on a des atteintes ostéo-articulaires, notamment une localisation de la bactérie qui va se loger dans les vertèbres. Il y a des formes aussi génitales, y compris chez l'homme. C'est très fréquent chez les animaux, mais on le trouve aussi chez l'humain. Et les complications qui sont responsables de la létalité sont des endocardites et des neurobrucelloses, qui sont rares, mais qui sont en général très, très sérieuses. En termes de prévention, on n'a pas beaucoup de moyens. Il n'y a pas de vaccin contre la brucellose pour l'homme. Il existe des vaccins pour les animaux. Ces vaccins sont imparfaits. Certains pays ont décidé de ne pas les appliquer parce que justement, ils ont des imperfections dont on pourra discuter si vous voulez. En tout cas, ces imperfections ne sont pas compatibles avec une application chez l'homme. Donc, il n'y a pas de vaccin pour prévenir la brucellose chez l'homme. Donc, la prévention, c'est cuire les aliments, stériliser les produits laitiers, la stérilisation, la filtration. Bien évidemment, se protéger lorsqu'il y a risque de contact direct avec des animaux infectés. Et la seule façon de contrôler la maladie humaine, ça reste de contrôler la maladie animale, avec la difficulté que je viens d'évoquer lorsque la bactérie circule dans la faune sauvage. Gardez en tête aussi que l'immunité après infection est assez courte avec la brucellose. Au bout de 2 ans, on n'a plus de protection, notamment on ne détecte plus d'anticorps anti-brucella plus de 2 ans après l'exposition au pathogène. Au niveau du traitement, ce traitement il est très lourd. C'est 2 antibiotiques pendant un minimum de 6 semaines. On va voir juste après pourquoi il faut traiter aussi longtemps et avec cette combinaison d'antibiotiques. Et malgré ça, même lorsque le traitement qui est assez lourd et avec beaucoup d'effets secondaires, vous imaginez, est bien suivi, on a des rechutes qui peuvent atteindre 15%. Donc lorsque vous avez des patients brucellose, il est recommandé de les suivre pendant au moins 1 an avec des sérologies régulières. Les sérologies, justement, ça reste l'outil numéro 1 pour le diagnostic de la brucellose, pour ses facilités d'application, et parce qu'on a des tests qui, dans notre cas, pour la brucellose, sont satisfaisants. Donc, lorsque vous avez une sérologie positive avec des symptômes et un contexte clinique, des facteurs de risque évocateurs, c'est assez facile, entre guillemets, de diagnostiquer une brucellose. Par contre, pour les brucelloses asymptomatiques, vous avez une sérologie positive, c'est très important de refaire une sérologie à 2-3 semaines plus tard, et on considère que votre test va être positif, vous avez une brucellose, si on a une augmentation du titre de plus de 4 fois des titres sériques. J'alerte sur le risque de faux positifs de certains tests à cause de réactions croisées avec des anticorps d'autres pathogènes qui ont des antigènes assez proches de Brucella. Et donc on vient de publier une étude qui montre que lorsqu'on combine 4 tests sérologiques, on a une bien meilleure précision du diagnostic. Donc ça, c'est quelque chose qui est recommandé maintenant au niveau du CNR Brucella pour être sûr de bien diagnostiquer une brucellose par sérologie, d'appliquer ces 4 tests. Biologie moléculaire aussi, ça fonctionne. On peut détecter la présence du pathogène dans certains tissus, ça marche dans le sang, du LCR ou dans différents types de tissus corporels. On peut détecter la présence de la bactérie dès 10 jours après l'exposition au pathogène, en tout cas après l'infection. Bien évidemment, le top du top, le gold standard comme on dit, c'est la culture bactérienne. Ça permet un diagnostic sans aucune ambiguïté, avec la difficulté que ce sont des bactéries qui sont très infectieuses, très dangereuses, on va le voir après, qui poussent très lentement, donc ça nécessite pas mal de manipulations et donc un risque pour les personnels de laboratoire de s'infecter, notamment par aérosol. On ne va même pas parler de la biologie, puisqu'en fait, au niveau des bilans sanguins, la brucellose, c'est une infection qui est, le pathogène, on dit qu'il est furtif, la maladie est silencieuse, et donc vous avez très peu de modifications au niveau des bilans sanguins. Donc on ne va pas s'appuyer trop là-dessus pour le diagnostic. Quelques mots pour vous parler des bactéries du genre Brucella. J'accélère parce que je vois que je suis déjà à 9 minutes, je suis très bavarde. Donc ce sont des petits cocobacilles gram-négatifs. L'une des particularités, comme on vient de dire, c'est que ce sont des bactéries intracellulaires, facultatives dans notre cas, c'est-à-dire qu'on peut les cultiver aussi sur milieu. Ici, vous avez un exemple d'une cellule qui est infectée. Chaque petit bâtonnet, c'est une Brucella. Donc une cellule infectée est bourrée à craquer de Brucella. Et la cellule se porte très bien.
malgré ça. Je vous le disais, c'est une bactérie très infectieuse, donc on considère que 10 bactéries, ça suffit pour vous rendre malade. Au niveau de la classification, ce sont des pathogènes classe 3, donc à manipuler en BSL3. L'ANSM les a aussi classifiés micro-organismes et toxines, en tout cas pour les 3 espèces zoonotiques principales, et agents potentiels de bioterrorisme, ce qui ne nous facilite pas forcément le travail au quotidien. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est l'information sur les classifications taxonomiques. Actuellement, on a entre 10 et 12 espèces de Brucella qui sont reconnues par les comités taxonomiques. Chacun est associé à un autre animal préférentiel, dont certains dans la faune sauvage. Il y a aussi l'implication des tiques qui commence à émerger dans la littérature. On pourra en discuter si vous voulez. Ce qu'il faut retenir, c'est que jusqu'à ce que je vais vous présenter, il y avait 4 espèces considérées comme zoonotiques, c'est-à-dire capables de donner une infection et une maladie chez l'homme. Brucella melitensis qu'on va trouver chez les caprins, Swiss chez les suidés, Brucella abortus qu'on a principalement sur le territoire, sur le continent américain, chez les bovins, et dans une bien moindre mesure aussi Brucella canis chez les chiens. Donc l'histoire que je vais vous raconter a commencé assez récemment, avec des cas de brucellose humaine chez des orpailleurs clandestins. 3 cas, 2 hospitalisés à Cayenne, un autre à Kourou, avec des brucelloses assez compliquées. Et donc, nous, on a reçu les isolats donc, à Nîmes, puisqu'on est CNR, pour confirmer que c'était bien des brucella et puis faire de la caractérisation dessus. Et puis, on a trouvé des choses intéressantes, et puis on s'est dit, avec les personnels de santé qui avaient traité ces gens-là, que c'était important de documenter ces cas. C'est ce qu'on a fait avec l'intermédiaire de Loïc. On a publié ces cas. Et puis vous allez voir que lorsqu'on a caractérisé les bactéries qui les avaient affectées, en tout cas pour 2 sur les 3 cas, on a identifié en fait une nouvelle espèce de Brucella qui semble être spécifique à cette région du monde. Donc on a commencé on a voulu faire un état des lieux de la brucellose. On ne savait pas, ou en tout cas c'était pas vraiment dans l'idée des infectiologues ici qu'il pouvait y avoir la brucellose en Guyane et qu'il fallait chercher ça aussi. Et comme l'histoire a commencé par des cas chez des orpailleurs, on a commencé une étude de séroprévalence rétrospective chez les garimperos en utilisant donc les collections très précieuses récoltées lors des études Orpal 2, Orpal 3 qui ont été présentées hier notamment, qui visent à étudier la santé des orpailleurs. Et donc on a bénéficié de ces collections de sérums qui nous ont permis de travailler pour commencer à dégrossir. Donc on a travaillé sur plus de 700 sérums. On a commencé sur tout ce qui avait été récolté pour l'instant sur les rives du Maroni, donc plutôt côté Suriname. Et donc on a trouvé une séroprévalence de l'ordre de 1,3 pour la première collection, 2,7 pour la seconde. Alors ça peut paraître faible comme séroprévalence, mais il faut relativiser une chose, c'est que je vous rappelle qu'on peut détecter des anticorps pendant 2 ans après l'exposition. Donc les séroprévalences ne sont pas une lecture directe du risque d'exposition aux pathogènes. Le fait que les anticorps, on peut les détecter pendant 2 ans, quelque part ça a été un avantage parce qu'avec les questionnaires d'Orpal 2, Orpal 3, on avait les informations sur depuis combien de temps les orpailleurs étaient sur quel site. Donc on a pu s'amuser, entre guillemets, à faire des spéculations sur où est-ce qu'ils avaient pu être contaminés avec ces informations-là. Et ça c'est représenté sur ces cartes ici. Donc chaque point, c'est les sites d'orpaillage approximativement relocalisés de tous les cas séropositifs qu'on a identifiés dans cette étude. Et donc vous voyez qu'on a une hétérogénéité de séroprévalence avec des zones plus à risque, alors je mets à risque entre guillemets, notamment tout ce qui est la région autour d'Abounami, Maripasoula, d'Orlin, le Goyano-Lossi là-haut, où on a, si on calcule des séroprévalences locales, on monte quand même à 6%, ce qui est quand même loin d'être négligeable pour une maladie avec autant d'impact clinique. On a fait aussi un peu de stats et puis on a essayé de trouver des facteurs de risque. Alors on a trouvé des tendances et des associations significatives, notamment la chasse des reptiles. On pourra en discuter parce que j'avoue qu'on a été surpris par cette observation. Et aussi dans les questionnaires, la chasse des rongeurs. Dans les rongeurs, ça a inclus les agoutis, les capybaras, les pacs. Okay. On a également trouvé une association significative avec les morsures d'araignées, chose qu'on n'explique pas encore à l'heure actuelle. On a continué cette étude de séroprévalence rétrospective sur une autre collection, donc cette fois dans la population générale qui avait été récoltée, comme vous pouvez le deviner, pendant le Covid, donc en collaboration avec Dominique Rousset et Claude Flamand à l'IPG. Cette fois, on a travaillé sur une très grosse cohorte de presque 2000 sérums sur la totalité du territoire guyanais. Et donc là, on a une séroprévalence qui est extrêmement faible, 0,26%. Alors, on relativise ce chiffre, d'abord parce que pour l'instant, on n'a fait qu'une seule sérologie sur les 4 qu'on va faire, donc peut-être qu'on est passé à côté de cas, parce que tous les tests ne détectent pas les anticorps à différentes phases de la maladie.
Ça, c'est la première chose à voir. Et puis, on voit quand même qu'il y a des séroprévalences de nouveau différentes. On a 2 cas à Mana qui nous donnent une séroprévalence de 4% dans ce coin-là. Les limites de cette étude, mais de cette cohorte, c'est que la grande majorité des participants de cette étude, ils étaient autour de la région de Cayenne, de l'île de Cayenne, donc des zones qui sont urbanisées avec un risque, une probabilité de contact avec la faune sauvage qui est quand même bien moindre. Bien sûr, vu le faible chiffre, on n'a pas de facteur de risque identifié à ce stade. On a 2 cas à Mana qui, d'après les infos, pourraient être liés. Donc on va explorer cette piste-là. Et puis un cas qui est à Saint-Élie, qui, d'après les infos, pourrait être aussi un orpailleur. Je vous parlais d'une nouvelle espèce de brucella en Guyane. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a publié. Lorsqu'on a séquencé les isolats des deux orpailleurs, et ben on s'est rendu compte, et c'est sur ce qu'on voit ici, c'est que c'était une nouvelle espèce qu'on a décidé d'appeler Brucella amazoniensis par défaut, parce qu'on ne connaît pas encore le réservoir animal. Nous, on a fait notre travail de microbiologiste, on a caractérisé de façon assez exhaustive maintenant ces pathogènes, on sait à quoi ils ressemblent, on sait à quoi ils ressemblent quand ils poussent sur boîte, on a trouvé des trucs un peu particuliers. Mais par contre, le truc sur lequel je voulais vous alerter, c'est peut-être plus intéressant, c'est que lorsqu'on a comparé la séquence de ces isolats à d'autres séquences de nos collègues au CDC, en fait, on s'est rendu compte que Brucella amazoniensis avait déjà causé des cas de brucellose ailleurs, mais ils ne savaient pas trop ce que c'était des Brucella atypiques, ils avaient mis ça dans un tiroir, et en fait, en réanalysant la séquence, c'était des Brucella amazoniensis. Donc, il y a un petit garçon au Brésil qui vivait dans une ferme, juste à la lisière de la forêt amazonienne. Il y a une étude épidémiologique qui a été très bien faite par les collègues du ministère de la Santé en Guyane. Ils ont exclu totalement les animaux d'élevage. Personne d'autre n'a été contaminé dans l'élevage. Et la seule piste qu'on a, c'est un contact avec un capybara que le petit garçon avait déclaré. Les autres cas, en haut, dans l'Oklahoma, c'est un Indien natif qui vit dans une réserve indienne et qui chasse. Une vache au Texas, et les 2 personnes en Californie et Washington avaient en commun d'avoir voyagé à peu près à la même période au Mexique. Donc on a lancé une enquête pour essayer d'identifier le réservoir animal de cette nouvelle espèce. Et donc nos suspects actuellement, ce sont les animaux qui sont déclarés chassés et ou en contact avec les cas identifiés. Donc vous connaissez bien ces animaux, je ne vais pas vous les détailler. Et donc on a, grâce à un financement du CEBA et les partenaires qui sont listés en bas, commencé à cribler des collections d'échantillons, notamment celle de l'association Quata, donc la collection Jaguar, pour essayer de trouver des traces de ce pathogène par sérologie, par QPCR, et on espère peut-être par culture bactérienne dès qu'on aura des signes positifs. Je commence très rapidement sur la chauve-souris. Pourquoi on s'est intéressé à la chauve-souris vampire dont Anne parlait tout à l'heure. Donc merci Anne qui n'est plus là pour l'introduction sur les chauves-souris vampires. Pourquoi on s'intéresse à ça? Parce qu'en même temps qu'on faisait cette étude-là, et s'est découverte en Guyane, on a des collègues au Costa Rica qui s'intéressaient à une grotte de chauve-souris vampires, donc Desmodus rotundus. Pourquoi? Parce qu'en fait c'était une grotte, une colonie qui était à proximité d'une zone d'élevage très intensive de bovins. Et donc, ils sont allés chercher s'il y avait des pathogènes dans cette colonie-là. Ils cherchaient bien évidemment de la rage, ils cherchaient des coronavirus. Et ils ne s'attendaient pas à trouver une nouvelle espèce de Brucella, eux aussi, qu'ils ont appelée avec beaucoup d'humour Brucella nosferati. Et donc, ils ont fait une étude très bien poussée où, en résumé, ils se sont rendus compte que la présence des bactéries chez les chauves-souris était symptomatique, très symptomatique. On avait des lésions du placenta chez les femelles, on trouvait des lésions aussi dans les glandes mammaires, des bactéries dans les glandes mammaires. Il y avait un taux de mort fétale qui était bien supérieur dans cette colonie. Chez les mâles, on avait une inflammation des testicules. Et donc, on peut se poser la question en termes de conservation des espèces, est-ce que la présence de cette bactérie peut affecter les populations de chauves-souris Desmodus? Ce qui est plus intéressant peut-être pour ce dont on discute aujourd'hui, c'est que des bactéries vivantes ont pu être isolées de la salive et du tube digestif de ces animaux. Donc ça pose des questions en termes de propagation de la bactérie au sein de la colonie, parce que vous savez que ces chauves-souris ont des comportements sociaux où elles se lèchent les unes les autres, elles partagent aussi leur repas sanguin, donc augmentation du risque de propagation au sein de la colonie. Et puis nous, ça nous intéresse aussi parce que quel est le risque de propagation à l'animal dont elles vont se nourrir, et éventuellement l'inverse, est-ce qu'elles n'ont pas été contaminées par un animal qui lui était porteur? Donc je reviens à mon arbre phylogénétique. Et ben, quand on a comparé les séquences, on s'est rendu compte de Brucella amazoniensis et de Nosferati. On s'est rendu compte qu'en fait, elles étaient cousines très très proches. Elles sont suffisamment distinctes pour dire que c'est 2 espèces différentes, mais suffisamment proches pour dire qu'il y a un lien probablement évolutionnel, ou en tout cas trophique entre les deux. Et donc, ce qui nous laisse supposer qu'il existe des hôtes intermédiaires
et c'est les fameux réservoirs qu'on est en train de chercher. Sur le plan évolutionniste, j'ai envie de dire, ce qui nous intéresse, nous, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte que quand sur cet arbre, vous voyez, il y a une branche là, et sur cette branche, il y a 3 espèces de Brucella, les 2 dont on vient de parler, plus une autre qui s'appelle Brucella neotomé, qu'on a trouvé que sur le continent américain. Brucella neotomé, c'est quelque chose qu'on a trouvé dans un petit ras du désert en Utah, qui a causé aussi des cas de brucellose au Costa Rica, de brucellose humaine, pardon, au Costa Rica. Et ça, c'est des choses qui sont vraiment présentes que sur le continent américain, donc on pense que c'est vraiment les Brucella autochtones de l'Amérique, que toutes les autres Brucella présentes maintenant dans les élevages un peu partout, notamment Brucella abortus, ils ont été importés avec les animaux lors de la colonisation du continent. Donc, je vais devoir accélérer pour vous raconter ce qu'on a déjà fait donc, en termes de regarder ce qui se passe chez les chauves-souris en Guyane. On a encore une fois profité des collections déjà présentes à l'IPG, donc dans le labo de Anne et Benoît. On a fait un criblage par sérologie sur 250 sérums de chauves-souris. Quasiment toutes, celles qu'on a criblées, étaient dans la région de différentes grottes dans la région de Caux. Et on a trouvé un animal séropositif. C'était une femelle, elle était gestante au moment de la capture, elle a été relâchée. Et donc on a fait 2 sérologies, on est sûr, elle est très très positive. Ce qu'on a observé lorsqu'on a regardé aussi les données associées à cette collection, c'est que la proportion de mâles avec ce qu'ils ont appelé une hypertrophie testiculaire, des grosses testicules, était significativement plus élevée dans cette grotte que dans les autres grottes. Je vous rappelle que c'était un signe de portage et d'infection par Brucella nosferati au Costa Rica. Donc là on continue ce criblage, on a passé déjà 600 échantillons d'ADN, il y en a 1000 qui sont en cours d'analyse. J'aurais aimé vous donner des scoops et des informations, malheureusement c'est vraiment dans les pipelines, il y en aura peut-être les infos la semaine prochaine. C'est comme ça, une question de timing. Et je termine sur notre hypothèse en voie de transmission. Donc on aurait Brucella amazoniensis dans un animal de la faune sauvage d'Amérique du Sud, qui nous reste à identifier. Cette espèce-là, on sait qu'elle infecte l'homme, puisqu'il y a maintenant plusieurs cas. Elle infecte aussi la vache, parce que jusqu'à preuve, on a pour l'instant identifié un cas, mais on en cherche d'autres maintenant. Et au Costa Rica, Brucella nosferati, chez les chauves-souris, qui est capable d'infecter les chiens, puisqu'il y a un cas d'un chien Saint-Bernard dans les années 80, qui avait été infecté par une Brucella. Ils ne savaient pas trop ce que c'était à l'époque. Et en fait, ils se sont rendus compte que c'était une Brucella nosferati. Donc, les questions qui restent à poser, c'est est-ce que Brucella amazoniensis peut infecter aussi les animaux de compagnie? Est-ce que Nosferati peut infecter l'homme ou les animaux d'élevage? Donc tout ça, on est en train de commencer à lancer les programmes pour travailler dessus. C'est vrai que la possibilité de transmission au cheptel, notamment dans des zones où on fait de l'élevage extensif à proximité des zones tropicales, tel que c'est le cas en Guyane, mais aussi au Costa Rica, c'est problématique en ce qui concerne le risque du coup de transmission à l'homme. Et donc nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est de comprendre l'évolution entre ces 2 pathogènes. Les perspectives, et je vous promets que c'est ma dernière dia, on veut continuer à avancer sur la brucellose humaine. Donc la première chose, c'est d'informer tous les personnels de santé en Guyane qu'il peut y avoir de la brucellose en Guyane, donc pensez-y, notamment je m'adresse aux infectiologues des CDPS. Pensez à la brucellose, c'est la raison de ma présence ici aujourd'hui. On aimerait aussi lancer des études prospectives pour déterminer l'incidence réelle de la brucellose. Donc pour ça, il faut aller chercher de la brucellose, le diagnostiquer. Donc pensez à faire des tests lorsque vous avez des signes évocateurs. Il y a une étude faite dans une zone où la brucellose et le palu sont endémiques qui a montré que 50% des cas de brucellose avaient été d'abord diagnostiqués comme des cas de palu. Donc ça, c'est une étude qui a été faite au Kenya. Ce qui serait intéressant aussi, c'est de regarder la maladie causée par ces nouvelles espèces. Est-ce qu'elle est plus grave? Est-ce qu'il y a plus de complications? Est-ce qu'elle arrive à différents moments? Ce qui serait important aussi, c'est de déterminer quelles sont les populations à risque. D'après les informations qu'on a pour l'instant, ce sont donc les personnes qui vont être en contact direct avec les écosystèmes néotropicaux. Nous, on fait notre travail de microbiologiste. On a bien caractérisé les nouvelles espèces. On est en train d'étudier leur potentiel de virulence dans des modèles qu'on a, des modèles in vitro ou in vivo. Et on est en train de développer un outil qui permettra, on espère, de les discriminer. Et enfin, on voudrait développer un test de criblage directement in situ sur le terrain pour essayer de tester les animaux là où ils sont avec une méthode d'amplification génique qui s'appelle la lampe. Le take-home message, c'est que
On a besoin absolument pour comprendre cette situation, cette nouvelle situation épidémiologique et la gérer, en tout cas la surveiller, d'une réelle approche intégrative que certains appellent One Health, avec un logo ici que je trouve imparfait parce qu'il parle d'aborder la santé humaine, la santé animale et la santé des écosystèmes. Je pense qu'il manque aussi l'approche sciences humaines et sociales, de comprendre les pratiques culturelles qui peuvent être à risque de contagion pour la brucellose. Et je fais un appel du pied à tout le monde en Guyane. Donc on pense déposer avec mes partenaires costaricains un projet ERC donc, dans un an pour étudier cette situation-là. On a besoin de plus de partenaires en Guyane. Donc si vous avez envie de faire de la brucellose en Guyane, n'hésitez pas à me contacter. On va essayer d'étoffer le réseau qui est déjà bien construit. Je vais malheureusement aller trop vite en remerciant tous les partenaires en Guyane. Les noms qui sont cités ne sont pas exhaustifs. Il y a beaucoup d'autres personnes qui sont impliquées là-dedans. Les partenaires dans l'Hexagone. Je remercie Théo Pastre notamment, qui est mon bras droit au CNR, qui est le pilier du CNR Bruxelles. Les partenaires au Costa Rica. J'ai pas pu vous parler de quelque chose qu'on a lancé au Brésil sur un élevage expérimental de pécari. Et nos partenaires au CDC, notamment aux États-Unis. Je vous remercie à tous pour votre attention et votre patience.